Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture. Il s'est écoulé pas mal de jours entre l'enregistrement du précédent épisode et celui-ci. Alors au niveau du fond, je suis toujours dans ma nouvelle maison, je suis toujours en train d'aménager. Enfin oui et non, moi personnellement pas trop parce que depuis le précédent épisode, j'ai été bien malade en fait. Je vous avais dit que j'étais pas très en forme, c'était un début de quelque chose et j'ai un peu de mal à m'en sortir. Voilà, lié à pas mal de choses et voilà, notamment on est dans une maison neuve, donc je pense que je fais des allergies respiratoires, notamment la nuit, donc je m'intoxique à dormir dans ma nouvelle maison. Donc voilà, il faut que j'arrive à trouver quelques solutions, donc un peu difficile, et j'ai été totalement, enfin j'ai attrapé un truc en plus par-dessus. J'ai été totalement KO et j'ai pas pu avancer comme je le voulais, donc il y a encore des trous dans les bibliothèques, et en fait là vous en voyez, alors 1, 2, 3, 4, 5, en réalité il y en a une 6e à côté, puis ensuite on a un meuble télé, et à côté pour l'instant il y en a 2 autres, mais à terme il y en aura 5. Là on a 4 grandes, une petite, là-bas on aura 3 grandes, une petite, non il y en aura 4 du coup là-bas, oh, je suis perdue. Non, 4 grandes. Il y aura 4 grandes, une petite là-bas, et là 5 grandes, une petite. Et ensuite, de l'autre côté, en face de moi, il y aura aussi d'autres bibliothèques. Voilà, donc j'aurai largement de quoi ranger mes livres. Ce qui est une excellente nouvelle. J'attends juste d'avoir la santé. Et puis voilà, il faut que je retrouve aussi mes petits bibelots pour pouvoir les mettre un peu de partout. Et puis il y aura aussi... Enfin, une fois qu'on aura monté toutes les bibliothèques, il faudra que je les remplisse et que je vois si j'ai pas laissé trop d'espace par là, quoi. Voilà. Et si c'est le cas, il faudra que je resserre mes grands formats. Donc ici, on a un grand format avec une petite pause pour les Charleston. Ensuite, grand format avec une petite pause pour les Cozy Mystery. Celle que vous voyez pas ensuite, on a les Agatha Christie et les livres de poche. Et ensuite, on n'aura que du livre de poche, que du poche, pardon. Que ce soit livre de poche, pocket ou autre, on n'aura que du poche. Et en face, j'aimerais avoir l'équivalent de 2 grandes comme ça. Donc l'équivalent, c'est-à-dire qu'on va avoir une petite et 2 petites, pardon, et 2 grandes mais basses. Donc ça fait l'équivalent de 2 grandes, uniquement de pâles. Voilà, mais je vous montrerai tout ça, mais ça avance petit à petit et c'est pas la priorité non plus pour l'instant. Voilà pour cette longue parenthèse. Dans cet épisode, je vous parlerai pas d'événements littéraires parce qu'il y en a eu, mais j'ai été trop malade pour y aller. Malheureusement, ça a été très difficile, mais c'est ainsi. Je vous parlerai pas de livres que j'ai pu recevoir parce qu'en fait, ces derniers temps, c'est ce que je vous disais dans l'épisode précédent, je reçois, je lis. C'est bien ça. Donc vous les verrez dans les livres que je vous présenterai. En revanche, je vais vous parler de 3 livres sortis début mars, écrits par des femmes. Voilà. Donc on a L'envol d'Aurélie Vallogne, Le monde que l'on porte d'Alia Cardin et L'île des souvenirs de Christelle Duchamp. On a des thèmes différents, on a des constructions différentes, mais on a 3 livres que j'ai vraiment adorés et que je vous conseille totalement. Donc sortis le 1er mars et ces 2-là sortis le 9 mars. Oui, le jeudi 9 mars. Et voilà, excellent, excellent, excellent. Mais je vous le dis plus en détail tout de suite. Alors on commence dans quel ordre? Comme ça, parce que c'est dans cet ordre-là que je les ai lus. Le dernier livre d'Alia Cardin, le dernier livre de Christelle Duchamp, puis le dernier livre d'Aurélie Vallogne. Alors, Le monde que l'on porte d'Alia Cardin chez Robert Laffont, avec un très chouette marque-page. Voilà, voilà, voilà. Et c'est un livre qui est assez court. On a 250 et quelques pages. Si on enlève les remerciements, on est sur du 251 pages. Et les chapitres commencent toujours sur cette page-là. Donc il y a pas mal de pages blanches. Donc c'est un livre vraiment court, en résumé. Alors vraiment court, et il a une construction hyper intéressante, et il est hyper prenant. Et donc c'est un livre qu'on dévore très très vite, quoi. Voilà, on commence, on n'a pas envie de s'arrêter. Alors moi, Alia Cardin, je l'ai découverte avec Mademoiselle Papillon,
que je vous conseille, que j'ai également offert à ma maman, qui l'a adoré et je crois qu'elle-même l'a prêté autour d'elle. Voilà, c'est un livre vraiment que j'ai totalement adoré, hyper intéressant, hyper bien écrit, hyper bien construit aussi, et voilà, il était très puissant et aussi très émouvant. Donc avec la découverte de cette Mademoiselle Papillon, et voilà, c'était très riche. Là, c'est mis le récit inouï de Thérèse Papillon, dont l'ambition a sauvé plus de 25 000 enfants. Voilà. Et puis, j'ai ensuite continué à découvrir Alia Cardin avec Archie. Donc là, c'est 1000 histoires bouleversantes d'un jeune homme qui marche 1000 km en quête d'humanité. Donc là, on va parler d'éducation, qui est un thème qui m'intéresse aussi énormément. Et voilà, c'est un livre que j'ai... Alors, j'ai préféré Mademoiselle Papillon, mais j'ai également beaucoup aimé Archie. Et voilà, c'était une très chouette découverte et qui questionne en fait. Et alors moi en tant que maman, enfin si on est sur un livre sur la maternité ou sur l'éducation, c'est des thèmes qui vont forcément beaucoup me parler et vraiment, je suis très sensible à ça. Je suis très sensible à ça pour plusieurs raisons. Bon, j'ai 3 enfants. J'ai vécu 3 grossesses. On a eu voilà, un enfant, enfin voilà, c'est un projet, etc., etc. Et puis l'éducation, mais au sens large, enfin l'éducation que les parents peuvent donner, qu'on souhaite donner, les valeurs qu'on souhaite transmettre, et puis l'éducation dans le sens scolaire du terme. Et voilà, c'est vraiment des choses, des questions qu'on se pose, on sait jamais si on fait comme il faut, il n'y a pas une façon de faire, on essaye de faire au mieux, parfois on a les idées très claires, on a un objectif très clair et on arrive à aller vers cet objectif-là, et parfois, je vais pas dire qu'on court après les choses, mais bon voilà, c'est pas toujours le temps de bien se poser, et puis on évolue, et puis nos enfants sont différents, et ce qu'on fait pour l'un, on le fait pas forcément pour l'autre, ni pour le suivant, pour des raisons différentes, et voilà. Et notamment sur la partie éducative, on a fait des choix pour ma grande qui se sont avérés pas être les bons choix. Voilà, on a testé, on a bien fait de tester, puisqu'au final, sans aucun regret, on a fait par la suite un choix différent pour son frère et sa sœur, et voilà. Donc moi, c'est des choses, des thèmes qui me parlent particulièrement, et donc dans ce livre, Le monde que l'on porte, on se retrouve avec le thème de la maternité et le thème de l'éducation. Trop bien. En fait, on va suivre 2 personnages. On va suivre Rose et on va suivre Ella. Et en fait, on va suivre un chapitre l'un, un chapitre l'autre. Donc c'est assez addictif en fait, parce que on est sur un livre court, on est sur des chapitres courts, et à chaque chapitre on change de personnage avec ce roman choral, donc c'est hyper intéressant. Très vite on se demande si Rose et Ella ont un lien, pourquoi avoir choisi ces 2 personnages, pourquoi les avoir mis dans un même livre, pourquoi... alors il n'y a pas forcément un écho, parce qu'il y en a une qui va être sur la maternité et l'autre qui va être sur l'éducation. Mais pourquoi? Enfin, quel est l'objectif derrière? Voilà, c'est des questions qu'on va se poser. On va avoir une réponse pas du tout à la fin du livre, ce que j'ai apprécié, bien plus tôt, mais ce qui va être assez puissant pour aller encore au-delà en fait, et nous amener vers encore d'autres choses et des choix. En fait, c'est des femmes vraiment fortes, qui ont des valeurs, qui ont des envies, qu'elles vont défendre, mais c'est pas forcément des valeurs qu'elles ont dans leur tripes dès leur naissance en fait. Je pense notamment à Ella, qui elle est enseignante, qui va évoluer en tant qu'enseignante, qui va avoir d'autres buts, qui va se rendre compte de choses totalement aberrantes, qui va vouloir faire bouger tout ça, mais elle s'est pas réveillée un matin en se disant tiens, non, quelqu'un lui a ouvert les yeux en fait. Et je trouve ce cheminement extrêmement intéressant, parce que parce que ça veut dire que tout le monde peut le faire, tout le monde peut changer, et tout le monde peut se battre ensuite pour ces nouvelles convictions qu'on a eues grâce
parfois à quelqu'un d'autre qui nous a fait ouvrir les yeux. Et voilà, enfin c'est très fort et c'est aussi un message d'espoir et parce que ça peut arriver à tout le monde, parce qu'on peut changer, parce que on n'est pas buté dans une direction, on peut se rendre compte qu'on n'a pas forcément pris la bonne, on peut se rendre compte que la majorité n'a pas forcément raison et il faut se battre pour ça, c'est pas toujours évident, mais vraiment voilà, je trouve ça très intéressant. Concernant Rose, pardon, c'est un petit peu différent parce que elle, en fait, elle est dans une famille où les femmes sont fortes et les femmes s'appellent Rose et elles sont accoucheuses de mère en fille. Voilà, c'est extrêmement important. Elles ont un héritage familial qui est hyper important, peut-être parfois un petit peu lourd. Et voilà, on va découvrir l'une des Roses. Et le problème, c'est qu'un drame va venir au milieu de tout ça. Et donc, son chemin qui paraissait tout tracé va l'être un petit peu moins. Et c'est tout aussi intéressant de suivre ça. Bah en fait rien que de vous en parler, j'ai presque envie de le relire. Vraiment j'étais bien avec les personnages, j'étais bien dans ce livre. J'avais très envie d'y retourner. Ça va être le cas pour les 3 livres. Je suis en train de vivre un emménagement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je me pose et que je lis, il faut que le livre il m'attrape en fait, parce que sinon je le pose et je fais autre chose. Alors bon, c'était pas le cas ces derniers temps parce que j'étais complètement pas bien, mais là, quand j'ai lu Mademoiselle Papillon, j'étais en forme et je me suis posée et j'ai lu et le livre a réussi à m'attraper et à me faire oublier que j'avais des cartons, que j'aurais pu encore monter 50 cartons, que j'aurais pu en déballer. Voilà, j'ai réussi à me poser, à être dedans. Donc c'est que le livre est vraiment extrêmement bien. Et l'écriture d'Alia, elle est à la fois poétique et à la fois émouvante. Et ça, c'est si vous n'avez jamais lu de livre d'Alia Cardin, dès les premières pages, vous allez le sentir. Parce que dès les premières pages, c'est très très fort en fait. Alors moi, pour ma part, qui connaissais son écriture, ça m'a permis d'y replonger en fait. Mais je trouve les premières pages très très intenses au niveau de l'écriture en fait. Donc, enfin, je sais pas trop comment expliquer. Je sais pas si ce que je dis a du sens, mais c'est-à-dire que on arrive dès le début à voir son univers, son écriture, et c'était très chouette pour moi d'y retourner. Voilà, donc on a échangé avec Alia sur plusieurs sujets et avant la sortie de son livre, et j'avais du coup très très hâte de le découvrir. Je la remercie énormément pour le gentil mot qu'elle a mis à l'intérieur. Et voilà, ça me touche. C'est une dédicace qui me touche beaucoup. Et voilà, c'est un livre que je vous conseille. Même si vous n'êtes pas parent, hein, je pense que ça peut totalement vous parler. De toute façon, c'est un livre très intéressant. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, avec à la fois notre rapport à la maternité et à l'éducation, ça fait écho. Voilà. Et puis, il y a eu un petit clin d'œil à Archie dans ce livre. Et c'était très chouette. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas de cette façon-là. Et c'était très très chouette. Voilà. Donc Le Monde que l'on porte d'Alia Cardin chez Robert Laffont. Allez-y, allez-y, allez-y. Il est trop trop bien. On change totalement de registre, mais ensuite on reviendra sur un registre peut-être un peu plus semblable à celui d'Alia Cardin. Mais là, on change totalement et on part dans un univers noir avec L'île des souvenirs de Christelle Duchamp chez l'Archipel. C'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu tous ses livres, je suis à jour et comme je l'ai terminé avant qu'il sorte, le jour de la sortie, j'étais même déjà à jour du livre qui venait de sortir, ce qui est très chouette et en même temps très frustrant. Alors, Christelle Duchamp, je l'ai découverte, mais vraiment dans le désordre. C'est-à-dire que je suis partenaire l'Archipel cette année, mais j'étais partenaire l'Archipoche l'année dernière, ce qui signifie que j'étais partenaire des poches de chez l'Archipel. Et donc, je n'étais pas partenaire sur les grands formats. Christelle Duchamp a sorti un grand format l'année dernière qui s'appelle Délivre-nous du mal. Et en fait, exceptionnellement, on nous proposait, en même temps que la sortie du Sang des Belasco chez l'Archipoche,
on nous proposait, en tant que partenaire l'Archipoche, exceptionnellement de recevoir des livres-nous du mal en grand format. Ah, ça m'intéressait, on était sur du polar et tout. Puis en plus, on l'a reçu vraiment longtemps avant la sortie de mémoire. Enfin, de mémoire, il me semble que j'avais largement le temps de le lire avant qu'il sorte et tout. Donc, écoutez, c'était plutôt chouette. Donc j'avais découvert des livres-nous du mal. Je me souviens parfaitement que j'avais lu les dernières pages alors que j'étais en train de manger au travail. Je prenais ma pause déj et il y avait des scènes qui m'avaient un peu dégoûtée. Fallait pas manger en même temps. Mais voilà, déjà, ça me permettait de découvrir l'autrice et de découvrir sa façon d'écrire, ses constructions et sa manipulation du lecteur. J'avais déjà bien accroché. Ensuite, j'ai lu Le sang des Belasco. Et là, là j'ai adoré. Voilà, je l'ai adoré. Je l'ai lu un mercredi après-midi. Voilà, après les activités des enfants, je me suis posée, j'ai lu le livre. Livre plutôt court, hein, et vraiment, je l'ai dégommé. Incroyable, un début un peu façon Ils étaient 10 d'Agatha Christie, puis après le sang des Belasco, quoi. Voilà. Donc voilà, mais j'aimais bien, j'ai beaucoup aimé. Différent, je trouve, de Des livres-nous du mal. Et puis j'ai terminé par... donc j'ai vraiment été à l'envers, en fait. J'ai commencé par le dernier, puis l'avant-dernier, puis j'ai terminé par son premier qui s'appelle L'art du meurtre, qui est sorti en 2020. Donc un par an, 2020 L'art du meurtre, 2021 Le sang des Belasco, 2022 Des livres-nous du mal et 2023 L'île des souvenirs. Et L'art du meurtre, mais c'est pareil, j'ai du mal à savoir quel est mon préféré. Entre Le sang des Belasco et L'art du meurtre, il était excellent, il était différent. Mais alors vraiment un rythme, il y a du sang, hein. Avec Christelle Duchamp, il y a du sang, voilà. Il n'y a pas de souci, il y a ce qu'il faut. Dans L'art du meurtre, c'était également le cas. Le sang des Belasco, bien évidemment. Et L'art du meurtre, ce qui me marquera longtemps, c'est le final, c'est les toutes dernières pages. Et on reste sur ça, on referme le livre, on fait « Ah !» Comme je me suis bien fait avoir. Voilà. Donc excellent, excellent, excellent. Ouais, c'est peut-être celui-ci mon préféré en fait. C'est peut-être son premier mon préféré parce que ce final il me marquera longtemps. Mais Le sang des Belasco il était très chouette. Enfin en tout cas voilà, j'avais très hâte de découvrir son nouveau livre, L'île des souvenirs, qui est à nouveau un livre assez court, 232 pages sans la note de l'autrice et sans les remerciements. Donc assez court. Rythmé par des chapitres courts, mais par une construction que j'ai pas trop envie de vous dévoiler. Lisez pas la 4e. Hein. Moi, j'y suis allée les yeux fermés. De toute façon, c'est Christelle Duchamp, je fonce. Mais ne lisez pas la 4e parce que je trouve que ça vous dévoile un peu des choses. La construction, elle est hyper intéressante. Et en fait, c'est un livre soigné, en fait. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais on a 230 et quelques pages. C'est peu. Je veux dire, l'auteur pourrait, un auteur pour 230 pages, il pourrait se dire, bon allez, je fais mon histoire, pas besoin de soigner la construction, pas besoin d'avoir du rythme. Le rythme sera mis par le livre court et ça suffit. Bah, non, en fait. Il n'y a pas que des... on travaille pas que le rythme sur des... Je refais ma phrase. On ne va pas travailler seulement on va pas travailler le rythme seulement sur des livres longs. On peut aussi travailler sur des livres courts, de même pour la construction. Et en fait, tout ça, c'est très travaillé. Le rythme, la construction. Et du coup, le côté page-turner, on est sur un page-turner de 230 pages. Du coup, ça se dévore. Mais voilà, c'est 230 pages. C'est court, mais il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas trop, mais il n'y a pas besoin de plus. Ça suffit à l'autrice pour nous faire une histoire extraordinaire. Et... enfin, quand je vous dis ça, en fait, je déroule parce que vraiment cette construction, elle est... Enfin, moi, j'ai adoré. Et le début du livre, dès le début, il faut juste quelques lignes. Quelques lignes et ça y est, Christelle Duchamp, elle vous emmène dans son livre. Moi, j'adore quand ça fonctionne comme ça. Donc déjà, le début, c'est un prélude. Donc, je vous lis juste les premières lignes. Que fais-tu dans la vie ? Voilà la question qui introduit idéalement une conversation entre deux personnes se rencontrant pour la première fois. Imaginons par exemple que vous êtes invité à un anniversaire. Alors que vous dévalisez le buffet des desserts, un homme se poste près de vous.
Vous ne le connaissez pas et votre seul point commun est Franck, l'ami qui fête ce soir-là ses 40 ans. L'inconnu enfourne un chou à la crème, vide sa coupe de champagne et sourire aux lèvres engage la conversation. Si votre niveau de sociabilité est aussi élevé que le mien, vous papoterez volontiers. Vous apprendrez qu'il a rencontré Franck sur Facebook. Avec une touche d'ironie, vous rétorquerez que, pour votre part, c'était dans la vraie vie. L'invité sera surpris par votre pique, sans toutefois vous en tenir rigueur. Il tendra sa main, que vous serrez, vous déclinerez vos identités respectives, puis la question de la profession exercée par chacun sera posée. D'ordinaire, cette interrogation ne souffre d'aucune arrière-pensée. Elle est exprimée par connivence sociale et par commodité. Comblez les silences gênants en offrant un vaste sujet de discussion. La banalité du « que fais-tu dans la vie ?» peut être comparée au célèbre « ça va ?» formulé chaque matin par vos collègues de travail. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais vous lire tout le livre, mais non mais attendez, cette première page, elle est extra. Enfin, moi, avec une page comme ça, direct, l'autrice, elle me met dans son histoire parce que je sais pas qui me parle, mais ce que la personne dit, ça me parle. Et donc, le prélude va continuer comme ça, sur une histoire qui va nous parler, qui va totalement, enfin, du coup, la narratrice de ce prélude direct, elle a réussi à nous attraper dans son histoire, et puis après, elle va nous raconter quelque chose pendant tout le livre. Très fort, très très fort. Enfin, et puis après, il y a le livre, et il y a l'histoire en elle-même, et voilà, j'ai adoré, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur sur le dénouement. Donc, on a toute une construction. Je vous conseille de ne pas feuilleter le livre hein, pour pas vous spoiler sur la construction. Mais on a toute une construction et tout. Puis on arrive sur la fin. Puis moi, j'étais convaincue en fait d'un dénouement. Et puis, enfin, j'avais beau tourner le truc dans tous les sens. Je me dis, mais c'est pas possible, ça doit être, c'est forcément ça. Je suis tombée dans un beau panneau, mais alors dedans totalement. Voilà. Et on allait conclure sur le dénouement auquel je pensais. Et voilà. Mais c'était sans compter sur l'autrice. Donc je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Voilà. Bon, j'ai pas envie de vous en dire plus, mais vraiment, il est excellent. Il est excellent, excellent, excellent. La couverture, elle est extra. Et puis, voilà, le sujet m'intéresse. Le sujet m'intéresse parce que derrière, on a un côté très psychologique. C'est très intéressant. Bon, il y a un petit truc qui m'a titillé sur un petit point. À l'occasion, j'en parlerai avec Christelle Duchamp. Mais voilà, j'ai trouvé le livre extrêmement bien fait, extrêmement bien écrit. Et c'est un vrai thriller. Hein. Il n'y a aucun doute, il y a du rythme. Et puis, il y a de la manipulation. Donc, c'est bon pour moi. Donc voilà, allez-y, L'île des souvenirs de Christelle Duchamp. Et je termine avec L'envol d'Aurélie Vallogne qui est sorti au tout début du mois chez Fayard avec une couverture d'une couleur extrêmement printanière. Alors les livres d'Aurélie Vallogne, avec moi, c'est ça passe ou ça ne passe pas. Voilà, je vous l'ai dit plusieurs fois, je vous l'ai dit également quand j'ai reçu ce livre. Donc voilà tous les livres qu'elle a écrits. Alors il y en a un que j'ai pas lu, c'est La Ritournelle, celui de l'année dernière. Par contre, j'ai lu tous, donc Mémé dans les orties, En voiture Simone, Minute Papillon. Alors, Mémé dans les orties, En voiture Simone, Minute Papillon, La cerise sur le gâteau, Le tourbillon de la vie, j'ai pas trop accroché. En revanche, Au petit bonheur la chance, désolée, j'ai du mal à parler. Au petit bonheur la chance, il est excellent, excellent, je l'ai lu. Oh, je l'ai lu, je me souviens. C'était à Saint-Maur, à l'époque quand il y avait Saint-Maur en poche, donc avant Covid et pas sur l'année 2022 puisqu'il n'y aura pas, année 2023 pardon, parce qu'il n'y aura pas Saint-Maur en poche cette année, mais c'était avant Covid, donc en 2019, en juin 2019, je lisais ce livre et j'ai rencontré l'autrice. C'était bien, en plus j'avais pas attendu et tout, c'était génial. Direct on était arrivé à Saint-Maur et en famille, on y avait été, en plus c'était chouette. Et donc j'étais en train de lire ce livre et j'avais pu échanger avec elle. Et c'était hyper intéressant parce que ce livre est personnel. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que je ne suis pas fan des livres d'Aurélie Vallogne quand elle écrit une histoire personnelle?
Alors après, j'en sais rien, je l'ai jamais rencontré, enfin je l'ai jamais rencontré, enfin si, je viens de dire que je l'avais rencontré, mais je l'ai jamais entendu parler de ses autres livres. Enfin, est-ce que, en même temps je vous dis ça, mais j'avais écouté une interview d'elle à la fin de Née sous une bonne étoile dans la version audio, mais c'est fort possible qu'elle considère qu'elle donne une partie d'elle dans chacun de ses livres. Mais là, au Petit Bonheur la Chance, il y a un côté... la vie de son père en fait, et en échangeant avec elle, elle m'en avait vraiment parlé, et c'est très intéressant, sur écrire pour essayer de comprendre comment une femme peut abandonner son enfant, et c'est le cas dans Au Petit Bonheur la Chance. Très prenant, il est assez épais, mais vraiment j'ai totalement adoré. Née sous une bonne étoile, j'ai adoré. Alors je l'ai passé en audio, contrairement au Petit Bonheur la Chance où je l'avais lu en papier. Je ne connaissais pas les livres audio à l'époque, mais Née sous une bonne étoile, je l'avais écouté et il est hyper prenant, hyper prenant. Et là, c'est l'histoire de son frère, donc pas, quelque part, pas adapté au système scolaire, intelligent, intéressant, curieux, mais pas dans le sens, pas dans le moule dans lequel on essayait de le mettre en fait. Et alors, quand je dis, c'est des histoires inspirées de son père, inspirées de son frère, mais c'est pas 100% ce qui s'est passé, etc. Mais voilà, c'était très intéressant, très très intéressant. Et là, l'envol, en fait, c'est elle. Et elle l'explique à la fin du livre. En fait, à la fin de Née sous une bonne étoile, elle explique un petit peu. Alors, je sais pas si c'est que dans la version audio ou si c'est vraiment dans la note, dans sa note de fin de livre. Elle explique que bah, voilà, pour son frère, ça s'est passé comme ça, voilà. Mais que c'était pas son cas à elle. Et en fait, ce qu'elle dit à la fin, c'est que quelqu'un l'a titillé en disant « D'accord, c'était pas votre cas, mais c'était quoi votre cas ?» Et donc, voilà, là c'est mis journaliste Adrien Nazelli. En lisant Née sous une bonne étoile, il a été le premier à m'interroger sur mon parcours d'exilé de classe. Voilà, et le premier à me montrer que cette trajectoire-là avait une valeur et qu'il y avait un intérêt à la raconter. Le premier qui m'a fait me sentir moins seule, car comme moi, j'ai découvert qu'il y en avait plein. Voilà, et très intéressant. Donc, bon, ce que je vous dis, moi j'ai découvert à la fin, j'espère que ça ne vous gâchera pas la découverte de ce livre. C'est... il m'a énormément émue, je l'ai adoré, voilà, pour moi ça fait partie, maintenant j'ai 3 livres coup de cœur chez Aurélie Valognes, il en fait partie. C'est un livre court, encore une fois, je vous parle que de livres courts, 355 pages, ça fait pas court dit comme ça, mais voilà, là vous avez pas chapitre 2, juste avant le chapitre 1 qui faisait 1 page en réalité, mais mise sur 2. C'était la 5e partie, donc des pages blanches, voilà. Donc ça vous... des grosses marges, voilà, donc assez court, ça se dévore. La construction, elle est très chouette. Donc on a plusieurs parties, dans chaque partie on a des chapitres, mais au sein de chaque chapitre, en fait on a une alternance de narrateurs. Là, chapitre 1, alors je vous ai pas parlé du prologue où il n'y avait que Lily, mais ici, chapitre 1, on commence avec Gabriel, quelques lignes, puis on passe à Lily. On continue avec Lily, on repasse à Gabriel sur quelques lignes, puis on passe à Lily, etc. etc. Au début, quand j'ai feuilleté le livre pour mettre mes marque-pages, parce que j'aime bien mettre des marque-pages à chaque chapitre, ou tous les 2 ou 5 chapitres selon la longueur des chapitres. En l'occurrence, j'ai fait tous les 5 chapitres parce qu'ils soient assez courts. Je me disais, c'est quoi? C'est une pièce de théâtre? C'est quoi? Et non, en fait, c'est... eh bien, on a Lily et sa maman Gabrielle. Et on va partir de la naissance de Lily, et chacune va raconter l'histoire de Lily, de sa naissance jusqu'à ce qu'elle ait, je sais pas, une 40aine d'années. Et chacune va raconter de façon différente. Donc, si je vous dis juste le tout début, le premier chapitre, donc Gabrielle parle. « Il est où le papa de Lily ?» Cette question, je ne l'attendais pas. Du moins, pas si tôt. Elle a toujours été étonnante, ma fille. Je n'ai pas su quoi répondre, même si au fond, je savais que je ne pourrais jamais lui mentir. À 2 ans et demi, comme à 30. Entre nous, c'était la vérité, rien que la vérité. Même si elle faisait mal, même si on ne pouvait pas l'expliquer. Alors je l'ai regardée droit dans les yeux
et je lui ai dit « Papa est parti ». Ensuite, on passe à Lily. « C'est quoi un papa ?» a demandé un jour mon enseignante de maternelle. Au début, j'ai cru qu'elle plaisantait. Voilà. Donc, on est déjà, on comprend tout de suite qu'il n'y a pas de papa, hein, qu'elles sont toutes les deux. Et puis, on va avoir, dès le début, ce fait, mais raconté ou dit par ces deux personnages. Donc, c'est intéressant parce que, déjà, on peut voir quand Lily est vraiment toute petite, eh bien, on peut voir ce qu'elle pouvait vivre, les souvenirs, enfin, voilà, ce qu'elle pouvait vivre de la situation. Et puis, on voit sa maman, comment est-ce qu'elle a géré avec son travail pour essayer de gagner 3 sous pour pouvoir vivre, ce qui lui prenait du temps, toute seule pour élever sa fille, enfin voilà, comment elle a fait avec toutes ces contraintes, tout ça pour derrière essayer de faire au mieux. Et c'est très intéressant. Enfin, du coup, d'un côté de voir ce qui est fait, même si Gabrielle c'est pas quelqu'un qui met ce qu'elle fait en avant. Voilà, elle est pas elle est humble, elle assume, et puis même si c'est difficile, elle dit pas que c'est difficile. Et puis en face, on voit Lily. Après, on comprend, on voit quand même que tout ce qu'elle fait, c'est pas évident. Et puis en face, on voit Lily. Lily qui parfois a des petites exigences et puis qui a une certaine personnalité et puis qui sait ce qu'elle veut et voilà. Et parfois ça va pas toujours très bien se passer, mais on a les deux points de vue en fait. Et ce qui va arriver parfois, c'est une situation où l'un des personnages, la maman dit voilà. Je vais pas la chercher à la gare, je la laisse rentrer toute seule parce que je sais que ça peut lui faire plaisir quand même de traverser le village, ça lui rappelle des souvenirs, donc je la laisse comme ça. Et puis en fait, on voit Lily qui dit non mais quand même, je viens jamais, elle aurait pu venir me chercher à la gare avec toutes mes valises et tout. Bon, j'y vais, mais c'est pas cool quoi. J'aurais bien pris un taxi, mais il y a même pas de taxi ici. Enfin voilà. Donc ça c'est très très rigolo quoi. Donc cette construction, elle est intéressante, on n'est pas, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, un roman choral, mais avec, pas parce qu'on alterne à chaque chapitre, on alterne à chaque paragraphe de personnages. Donc voilà, très intéressant, très puissant. Et qu'est-ce que c'était émouvant. Il y a plusieurs passages où j'avais les larmes aux yeux. Voilà, de certaines situations. Il y a notamment un discours, enfin, oh là là, c'était prenant. Et en fait, derrière tout ça, dans les thèmes qu'on peut avoir, eh bien on a Lily qui aime l'école. Elle aime l'école, elle est douée. Vraiment, elle est douée. Elle n'est pas dans un milieu social forcément favorable. Enfin, sa mère a quitté l'école très tôt. Mais elle n'est pas contre l'école, c'est pas une maman qui dit non mais de toute façon c'est pas grave si tu travailles pas. Non, elle va la pousser quand même, voilà, c'est important de travailler à l'école. Moi je l'ai pas fait pour certaines raisons, mais c'est important, voilà, pour réussir dans la vie, etc. Et elle a certains critères pour elle réussir dans la vie, ça se matérialise par plusieurs points, donc elle espère que sa fille atteindra ça, mais surtout il y a le bonheur, le fait d'être bien dans sa peau, de faire ce qu'on aime, et c'est pas forcément ce qu'elle fait, c'est pas forcément la vie qu'elle a eue non plus, donc c'est très intéressant en fait, enfin elle essaye de lui donner au maximum toutes les chances possibles. Et puis, Lily, elle aime l'école, ça marche bien, elle veut aller loin. Et puis, au bout d'un moment, elle va se rendre compte qu'elle vient d'un milieu social qui, pour elle, va devenir un peu, pour elle, alors non pas un frein, parce qu'elle va essayer de faire abstraction de ça. Elle va essayer de le cacher. Donc elle va se retrouver, au niveau de sa scolarité, de ses études, ça va cartonner. Elle va se retrouver dans des écoles, elle va se retrouver en prépa, à des endroits où on estime que venant d'un milieu comme le sien, c'est pas normal qu'elle soit là. Ouais, mais avant qu'on puisse penser ça d'elle, elle va tout faire pour cacher le milieu d'où elle vient. Voilà, donc c'est comme... c'est un peu comme une honte.
mais c'est autre chose. Donc c'est assez intéressant parce qu'on va avoir plusieurs thèmes. On va avoir à la fois, elle n'est pas dans le moule au niveau scolaire, mais parce qu'elle cartonne. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je vous l'ai raconté 50 000 fois, je vous l'ai déjà dit, enfin je vous en ai déjà parlé 50 000 fois. Donc ça voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est très intéressant, il y a des choses, j'ai relevé beaucoup de citations dans le livre. Il y en a notamment une que j'ai relevée, qui me parle mais tellement, et voilà, enfin sur ce sujet-là, j'ai beaucoup aimé aussi ça va avec Né sous une bonne étoile, et c'est très intéressant d'avoir les deux. Quand on dit qu'on n'est pas dans le moule, c'est pas forcément parce qu'on est mauvais élève en fait. Voilà. Et ensuite, quand il y a un moule, c'est peut-être que l'école ne convient pas. Il existe des écoles où il n'y a pas forcément de moule, où voilà, il y a un travail qui est fait et il y a des choses dont on entend parler, enfin voilà, pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, les bons élèves comme les moins bons élèves. Il y a dans certaines écoles, il y a des dictées qui sont faites et certains élèves s'arrêtent à un moment, et puis les élèves qui peuvent aller plus loin vont plus loin. Il y a parfois des élèves qui finissent leur travail plus tôt, on leur donne d'autres travails. Et c'est très bien. Enfin voilà, il y a des choses qui sont faites dans des écoles où on considère déjà que les enfants sont pas tous identiques, et donc on peut s'adapter à l'enfant, et ça marche, y compris dans des classes de 35. Voilà. Et ça vraiment, enfin ça rejoint tout ce qu'on a dit, y compris avec les livres d'Alia Cardin. Voilà, l'éducation c'est un sujet très important pour moi. J'ai des enfants qui ne sont pas dans le moule, mais je pense qu'aucun enfant n'entre dans un moule. Mais il y en a qui... Enfin, il y a des enfants qui sont peut-être un petit peu plus atypiques que d'autres. Et quel que soit l'atypisme, c'est bien de penser à tout le monde. Et voilà, ce sujet-là, je l'ai beaucoup apprécié. Mais on a autre chose que j'ai découvert, en fait. Ce côté de honte de son milieu, vouloir sortir de son milieu, avoir des capacités incroyables qui permettent de sortir de son milieu, et des questions autour de ça. Et parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a cette honte, il y a le côté on veut renier, mais il y a un moment où, je vais pas dire qu'on a une petite leçon, mais on se rend compte que le milieu qui nous fait rêver, il est peut-être pas si parfait que ça, et voilà. C'est très intéressant en fait. Moi, c'est une belle histoire avec une belle leçon aussi. Enfin, leçon, c'est peut-être trop... Enfin, c'est pas vraiment le mot adapté, mais bon, c'est très touchant, et ça fait beaucoup réfléchir. Enfin, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de l'histoire qui m'a apporté, enfin voilà, un sujet sur lequel je m'étais jamais penchée, sur lequel j'avais jamais réfléchi, et voilà. Et avec tant d'émotions, avec des beaux mots, enfin voilà. Là, on est sur du Aurélie Valognes que j'adore en fait, et je suis extrêmement contente de l'avoir lu. Alors, pour info, je l'ai principalement lu, c'est-à-dire je pense que j'ai lu peut-être 85% du livre. Le reste, je l'ai écouté, et je l'ai écouté via Nextory. Je vous avais déjà parlé de cette application, et dans ma barre d'infos, vous avez toujours un lien si vous voulez tester Nextory gratuitement pendant 45 jours. Et en fait, la version audio, elle est excellente. Alors, bon, moi, j'ai préféré le lire pour certaines raisons. J'avais de l'avance dans mon planning, j'ai commencé en le lisant, etc. Bon, j'ai lu en une journée, mais j'avais pas envie de le quitter. Et c'est-à-dire que vraiment, il y avait des choses que j'aurais pu faire ou je sais pas quoi, je restais à lire parce que il fallait que je l'avance. Enfin, j'arrivais pas à m'en détacher. Mais parfois, j'ai pas eu le choix, et genre pour m'habiller, pour préparer mon petit déjeuner, pour préparer à manger, et ben j'ai mis le livre audio pour pouvoir continuer parce que je pouvais pas m'arrêter dans ce livre. Et du coup, ça a été hyper intéressant de passer à l'audio, parce qu'en plus cette version audio, elle est hyper... elle est au top en fait. On a 2 lectrices, et ça j'aime bien. Voilà, on a 2 narrateurs dans ce livre. On est sur un roman choral, ça a été traduit par 2 lectrices, et c'est trop bien. Mais c'est pas n'importe quelle lectrice. Sur la partie avec Lily.
Lily, voilà, qui peut faire penser au parcours d'Aurélie Valogne. Bon, enfin tout ça je l'avais capté dès le début parce que voilà, Aurélie Valogne, je savais qu'elle avait été plutôt bonne élève. Enfin, il y a des choses que j'avais su grâce à la version audio de Né sous une bonne étoile avec la petite interview à la fin. Et donc voilà, tout de suite, Lily, je me suis dit, ah, il doit y avoir un rapprochement. Alors c'est pas entièrement sa vie, mais il y a des choses, voilà, elle est très intéressée par elle a un côté artistique, très intéressée par le dessin, par la peinture. Bon, on se doute que c'est pas totalement autobiographique et qu'il faut remplacer ça par l'écriture, mais voilà. Donc la partie de Lily, elle est lue, elle est lue par Aurélie Valogne. Oh, c'est trop bien. Ça c'est excellent, enfin c'est vraiment génial. Et la partie de la maman Gabrielle, je me disais, mais cette voix me dit quelque chose. Cette voix me dit quelque chose, puis je me dis, mais on dirait la voix off de Desperate Housewives. Donc j'ai regardé en fait sur internet, et oui, mais en fait je savais même pas que cette voix off était la voix de beaucoup d'actrices connues et tout. Donc voilà, du coup je trouvais ça excellent, cette voix, la voix de la maman par la voix off de Desperate. Une voix qu'on connaît, enfin moi qui suis fan de la série, je la connais extrêmement bien. Et puis avoir Lily lue par Aurélie Valogne, c'est hyper puissant. Et voilà, donc cette version audio, comme je vous dis, elle est disponible via Nextory, vous pouvez l'écouter. Donc là, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez utiliser donc mon lien pour avoir 45 jours offerts pour tester. Et puis après, eh bien, selon l'abonnement que vous choisissez, vous avez un certain nombre d'heures par mois d'écoute audio. Alors si vous prenez le plus petit abonnement, vous avez un certain nombre d'heures limité à 2 livres audio dans le mois. Là on est sur un livre audio qui a pas beaucoup d'heures, donc ça tombe très bien pour l'abonnement Nextory en fait. Et allez-y, découvrez-le. Enfin je vous dis ça, j'ai découvert que 15% du livre en audio et je l'ai adoré. Donc la version papier est excellente aussi. Mais je vous conseille de faire du mixte. Faites un peu des deux, c'est très puissant. Alors, juste pour la curiosité, faut jeter un petit coup d'œil, un petit coup d'oreille à cette version audio. Voilà. Donc j'ai terminé cette vidéo avec 3 livres écrits par des autrices talentueuses, des autrices à peu près dans la même tranche d'âge d'ailleurs, non? Je sais que Christelle Duchamp, elle est née en 85. Parce que c'est une excellente année. Aurélie Valogne, elle est née quand? 83. Alia Cardin, c'est à peu près pareil, non? Est-ce qu'on le sait? Non, c'est pas mis là. Il n'y a pas de petite biographie. Donc, écoutez, 3 jeunes autrices. Hein, 3 jeunes autrices. Avec des livres plutôt courts, des livres excellents sur des thèmes différents, des constructions, les 3 ont des constructions vraiment hyper intéressantes et ce sont 3 livres qui sont sortis là depuis début mars. Donc voilà, allez-y, je ne peux que vous les conseiller et puis moi je vous souhaite du coup de super bonnes lectures et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. À bientôt.